accueillir en ce jour pour la tenue de notre webinaire sur les défis de la chaîne d'approvisionnement. C'est un honneur pour la CAM de pouvoir discuter de cette problématique liée à la distribution des produits de santé. Nous recevons à Ouagadougou, dans le cadre de nos activités, la participation de 2 directeurs généraux des centrales d'achat, professeur Mehdi Dridi, président directeur général de la pharmacie centrale de Tunisie, et Mme Nieja, directrice générale de la Salama de Madagascar. Nous sommes heureux aussi d'avoir parmi nos participants en ligne le directeur général de la nouvelle PSP de la Côte d'Ivoire, Dr Ibrahim Kouyaté, d'avoir aussi d'autres intervenants qui nous rejoignent, des partenaires, notamment le programme alimentaire mondial représenté par M. Michael Nguessan, le Fonds mondial par Mme Maud Rivoire. Le webinaire que nous organisons en ce jour vise donc à atteindre certains objectifs, à poser la problématique et à discuter sur les défis de la chaîne d'approvisionnement. Pour nous, il s'agira d'examiner les défis actuels rencontrés dans la distribution des produits de santé, d'identifier les opportunités d'amélioration et les meilleures pratiques dans la distribution des produits de santé, d'explorer les innovations technologiques et les modèles commerciaux émergents, de faciliter le partage d'expériences, de connaissances entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi d'apprécier les possibilités de collaboration avec le secteur privé. Comme vous le savez, la distribution des produits pharmaceutiques en Afrique est un aspect assez critique. Nous avons des défis auxquels nous faisons face, tant au niveau de la porte-entrée du médicament, mais également de leur accessibilité. Et quand nous abordons la problématique de l'accessibilité des produits de santé, il y a un facteur déterminant, le rapprochement du médicament au patient. Et c'est pour faire face à ces problématiques que nous rencontrons dans tous les 22 pays membres de la CAM que nous avons souhaité discuter avec nos partenaires, mais aussi partager les expériences entre nos centrales membres afin de pouvoir identifier de nouvelles passerelles, de nouvelles approches. Nous allons commencer par présenter les différents panélistes. Nous allons commencer par la directrice générale de la Salama, Mme Nieja Rakoto Narivo. C'est une personnalité notable dans le domaine de la santé et de l'agro-industrie, particulièrement connue pour son travail avec Nutrizaza, une entreprise sociale dédiée à la lutte contre la malnutrition infantile à Madagascar. Aujourd'hui, directrice générale de la Salama de Madagascar, elle engage la Salama aujourd'hui face au défi de l'approvisionnement des produits de santé, et c'est l'une des rares femmes directrice générale d'une centrale d'achat sur le continent africain que nous voulons saluer. Nous avons également la participation du professeur Mehdi Dridi, professeur d'université, mais également président directeur général de la pharmacie centrale de Tunisie. C'est un ancien interne des hôpitaux de Paris, professeur de pharmacologie à la faculté de pharmacie de Monastir. Professeur Dridi est pharmacien, diplômé de la faculté de Monastir, comme je le disais, avec une spécialité sur les industries pharmaceutiques. Il est titulaire d'un diplôme de pharmacie hospitalière et industrielle. Il a un certificat de spécialité à la faculté de pharmacie de Paris. Nous avons également la participation en ligne du docteur Daniel Ibrahim Kouyaté, qui est le directeur général de la nouvelle pharmacie de santé publique de la Côte d'Ivoire. Docteur Kouyaté est docteur en pharmacie. Il totalise plus de 27 années d'expérience dans le management d'entreprises de distribution de produits pharmaceutiques. Il a occupé différentes fonctions dans différentes structures de grossisserie. Il a été le responsable de l'un des plus importants grossistes répartiteurs privés du marché ivoirien, mais également au Mali. Il a occupé le poste de directeur général de la CAMED SA et depuis le 22 septembre 2022, pratiquement un an jour pour jour que le professeur Mehdi, il est le nouveau directeur général de la nouvelle pharmacie de santé publique de la Côte d'Ivoire. Docteur Kouyaté
bonjour et bonne arrivée. Nous voulons aussi saluer la participation à ce webinaire de M. Michael Nguessan. M. Michael Nguessan est le responsable de la chaîne d'approvisionnement et gestionnaire des projets pour le programme alimentaire mondial. C'est un gestionnaire de projet chevronné qui a passé plus de 5 années au programme alimentaire mondial et plus d'une quinzaine d'années à la Croix-Rouge. Il est spécialisé dans l'optimisation des chaînes d'approvisionnement en matière de santé dans les environnements difficiles. Avec une expérience avérée en logistique pharmaceutique, il dirige sous mandat du ministère de la Santé, avec l'appui de l'USAID et du Fonds mondial, la Central Medical Store, c'est la centrale d'achat de médicaments du Libéria. Ses compétences comprennent la gestion de projets, la gestion d'équipe, la supervision des ressources, la gestion des parties prenantes. Il se consacre à l'amélioration des résultats en matière de santé grâce à une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement. Participe également à ce webinaire en tandem au sein du Fonds mondial, M. Scott. Il est au sein du Fonds mondial un innovateur de solutions au niveau mondial. Scott Dubin se définit comme un perturbateur et un innovateur qui excelle à trouver des solutions évolutives à des problèmes difficiles. Au cours de ses 20 années de carrière, il a conçu, mis en œuvre et géré avec succès des projets humanitaires, de développement diplomatique et avec dans une multitude d'environnements complexes. Il a su démontrer sa capacité à mettre en œuvre des initiatives de premier plan pour l'Agence américaine pour le développement international, USAID, le département d'État américain, la Fondation Bill et Melinda Gates et le Fonds mondial, particulièrement doué au sein des grandes organisations afin de trouver le meilleur moyen de faire avancer les initiatives. Il est en charge au sein du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, de l'engagement du secteur privé dans la chaîne d'approvisionnement. En tandem, comme je le disais, avec M. Dubin Scott, Mme Maud Rivoire, qui est aussi au sein du Fonds mondial une spécialiste de la chaîne d'approvisionnement. C'est un professionnel international possédant plus de 15 années d'expérience dans la gestion de la logistique, de la chaîne d'approvisionnement pour les programmes de santé publique dans le contexte du développement et des situations d'urgence. Avec une vaste expérience en relation avec le gouvernement, avec les parties prenantes, du plaidoyer, de la planification stratégique et de la gestion des fournitures médicales et une forte capacité d'analyse et de suivi, Mme Maud Rivoire met son expérience sur le terrain et sa capacité avérée à travailler dans des environnements complexes, multiculturels, rapides et politiquement sensibles au service des pays dont elle appuie au sein du Fonds mondial. Nous allons commencer très certainement par l'expérience de la Salama de Madagascar. Nous avons l'honneur d'avoir une dame avec nous et nous voulons capitaliser son expérience dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Et nous voulons comprendre comment Madagascar a mis en place son modèle de distribution des produits de santé. Quels sont ces défis auxquels fait face la Salama et comment est-ce que la centrale arrive à le surmonter? Comment est-ce que nous pouvons, nous, en tant que centrale d'achat, en tant que partenaire, en tant que participants, bien sûr, apprendre, mais aussi apporter notre contribution dans la performance de cette centrale d'achat. Bonjour à tous, merci Monsieur Azer Minungu, directeur exécutif de la CAM, pour cette invitation et cet honneur que vous donnez à la Salam en priorité pour ce webinaire. On va essayer de partager nos expériences, nos petites expériences et nos pilotes, les défis aussi qu'on rencontre au quotidien pour la logistique de distribution et essayer de capitaliser aujourd'hui ce qu'on peut aussi apprendre des autres. Donc merci également à l'équipe technique pour cet accompagnement et bonjour à nos internautes qui assistent à ce webinaire. Donc Salam, c'est une centrale d'achat de médicaments essentiels, de matériel médical à Madagascar. Je vais présenter très brièvement qui nous sommes et comment nous fonctionnons en général. On est une association à but non lucratif
qui a été créé donc en 1996 par le gouvernement malagasy, avec le soutien des partenaires techniques et financiers, comme la Banque mondiale, l'Union européenne, la coopération française, et nous sommes sous tutelle technique de la santé publique, du ministère de la Santé publique à Madagascar. La mission, elle est, je pense, la même pour toutes les centrales d'achat, c'est d'assurer l'approvisionnement en médicaments essentiels génériques, consommables médicaux, de qualité, à prix abordable, donc accessible financièrement à toute la population à travers les formations sanitaires publiques en priorité, mais également les organisations à but non lucratif dans le privé. Une des missions aussi, c'est évidemment d'assurer l'intégration des intrants des programmes verticaux, donc achat, stockage et distribution. L'objectif est donc de faciliter cette accessibilité pour la population en général, où qu'il soit dans le territoire malagasy. À travers notre plan stratégique qui est donc à la fin de ce quinquennat de plan stratégique, les défis sont nombreux. C'est d'améliorer évidemment cette disponibilité des intrants, d'améliorer le stockage et la distribution, mais améliorer également l'assurance qualité des produits, assurer la viabilité financière de la Salam et mettre en place une organisation qui est adaptée à l'atteinte des objectifs de ce plan stratégique qui arrive à sa fin, qu'on va évaluer et qu'on va donc redéfinir pour les 5 prochaines années. Les produits distribués sont nombreux. On fait donc essentiellement du générique, les médicaments essentiels, tout ce qui est dispositifs médicaux, dentisterie, l'oncologie, les consommables de laboratoire, d'imagerie, et ainsi de suite, les remèdes traditionnels améliorés. Et on a, comme je disais, donc l'accessibilité financière comme une des missions. On a un seul prix pour tous sur tous les territoires malagasy. Dans tout ça, l'assurance qualité, évidemment, la première préoccupation, elle est tout au long de la chaîne, que ce soit dans la préqualification, l'achat, le stockage, mais également dans le respect des bonnes pratiques en stockage et en distribution. Nos installations qui datent depuis 2018 ont une capacité de 6300 m², mais nous louons également 3 dépôts, puisque les capacités ne suffisent pas pour intégrer tous les intrants des partenaires, mais également les intrants du recouvrement de coûts, puisque le business model donc de la Salam, c'est d'acheter, de revendre à un prix modique, on va dire, auprès des formations sanitaires et des clients. Et donc, on a 8 chambres froides et un grand entrepôt et 3 dépôts loués. Nos partenaires, je pense que c'est important de le mentionner parce que ce sont ceux qui nous accompagnent dans nos projets, dans nos défis, mais ceux également avec qui nous cheminons dans le cadre de l'intégration. Donc, on a évidemment le Fonds mondial, on a la Banque mondiale, l'USAID, UNICEF, et dernièrement, donc, le gouvernement princier de Monaco vient aussi de nous rejoindre. Et on a nos partenaires historiques, donc l'OMS, l'Union européenne et l'AFD et l'UNFPA. On est certifié ISO depuis 9001, depuis 2011. On vient également d'obtenir le niveau 4 en bonne pratique de stockage et de distribution par Quamed il y a quelques mois. Donc on est tout à fait dans cette logique d'amélioration continue de nos pratiques. On est à l'affût des meilleures pratiques et des bonnes pratiques qui se font ailleurs et des innovations qui se font par ailleurs pour pouvoir progresser. Parlons de ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc la distribution. La Salam livre gratuitement selon des axes et un planning cyclique tous les 3 mois pour les zones accessibles, tous les 6 mois pour les zones enclavées. Donc rien que ça donne déjà un aperçu des défis qu'il y a sur toute la chaîne. On a 63% des zones qui sont accessibles et 37% qui sont enclavées. Salam donc assure l'acheminement des produits jusqu'au niveau de district sanitaire. On ne va pas jusqu'au dernier kilomètre. Et dans cet acheminement, on intègre les intrants des programmes. On a une flotte de 13 camions qui fait un volume total de 242 m3. Vous comprendrez donc que tout à fait insuffisant par rapport aux besoins de la distribution. Si on regarde quelques chiffres, dans le premier graphe, vous verrez l'évolution des réalisations en logistique de distribution, on va dire.
Ces chiffres-là sont vraiment des chiffres en interne pour Salam, mais qui donnent un aperçu puisque Salam est donc le voûte central de la distribution et de l'approvisionnement en intrants. Et donc, c'est important, je pense, ça donne une idée à peu près du volume et du chiffrage pour Salam en ce qui concerne la distribution. On voit nettement que depuis 2020, il y a une progression du volume qui est transporté puisqu'on est passé de 1569 mètres cubes à 2800. Et le nombre de colis également augmente. On est maintenant à peu près 283 000 colis, si avant on était à 156 000 colis. Si on regarde la répartition des distributions, puisqu'on fait beaucoup appel donc à l'externalisation à l'heure actuelle, on a tout ce qui est en assuré dans la graphe à droite sur la répartition des distributions en interne. Si on compare à l'externalisation, on a sur l'année 2023 qui est donc en orange, on est à 65% en interne, 35% en externe. Si on regarde en 2020 qui est en vert, on était autour de 46% en externe. Et quand on regarde la répartition des coûts logistiques, en fait en 2023, on se rend compte que l'externalisation représente 60% de nos coûts totaux en coûts logistiques, alors qu'il ne représente que 35% en termes de volume. Alors, on rencontre évidemment beaucoup de défis que je pense sont rencontrés aussi par la plupart des centrales d'achat, mais qui se trouvent à des niveaux parfois qui sont pas forcément encore définis et qui sont en train d'être, on va dire, pensés et réfléchis. Niveau stratégique, c'est qu'à l'heure actuelle, le plan stratégique national est en cours de mise en place, est en cours de finalisation. C'est le plan stratégique national de la chaîne d'approvisionnement en intrants de santé. Donc, il est discuté auprès des partenaires et en cours de discussion. Ça a un impact sur les orientations qui vont donc devoir se faire sur les prochaines années. Et la première question, évidemment, qui vient dans tout ça, c'est le financement de la distribution et le financement du last mile, qui n'est pas encore clairement défini. On a très peu de données ou d'informations documentées sur les coûts réels logistiques hors Salam. Il y a des initiatives on va dire, de récupération de ces données-là qui sont pas forcément encore à date mises à jour tous les jours, ni à temps réel, ni exhaustives. Mais donc, on a très peu de données logistiques, en tout cas, sur le coût que représente cette distribution-là. Et évidemment, il y a aussi la partie intégration, puisqu'on Salam donc intègre beaucoup d'intrants des partenaires et des programmes verticaux, pas la totalité. On n'intègre pas la vaccination. C'est vraiment un autre métier encore pour le moment, mais là, on vient d'intégrer dans notre distribution. Par exemple, les intrants nutritionnels qui représentent un vrai défi d'un point de vue volume et poids. Il y a ensuite les défis opérationnels. Donc, comme on travaille beaucoup en planning cyclique, on rencontre évidemment un vrai décalage entre ce planning-là et le respect de ces plannings-là par rapport à nos partenaires, que ce soit nos clients, que ce soit nos partenaires. Donc, on a énormément d'envois d'urgence, on accuse des retards de livraison également par rapport à ces urgences et ce retard aussi de respect du planning cyclique. On a également une difficulté donc pour Salam d'avoir accès aux besoins réels des formations sanitaires, ce qui perturbe également la planification logistique, puisque des fois c'est beaucoup, c'est pas assez. Et donc, la planification logistique, elle est très compliquée à l'heure actuelle. Et avec ça, évidemment, il y a la capacité de stockage des périphéries, qui n'est pas la même que celle de Salam. Et donc, les quantités minimales ne sont pas respectées, d'où les urgences et d'où un risque élevé de rupture aussi à tous les niveaux. Et évidemment, quand on regarde le last mile, puisque c'est ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est que pour le moment, comme c'est en pool, les CSP donc planifient
les récupérations durant les revues, et donc ont un système propre à eux, des systèmes D qui sont pas forcément reproductibles, qui sont pas les pratiques ne sont pas maîtrisées non plus, de bonnes pratiques de distribution ne sont pas maîtrisées. Donc, il y a un vrai problème aussi sur le coût de récupération et un risque, évidemment, toujours de rupture si les intrants n'arrivent pas jusqu'au niveau des formations sanitaires. En continuant ça, sur ce point-là, évidemment, les infrastructures routières sont peu développées à Madagascar et qui se dégradent aussi. On est donc obligé à l'heure actuelle de faire appel à une externalisation du fait de la capacité de Salam, mais également de ces infrastructures qu'on n'arrive pas forcément à atteindre à travers notre flotte. Donc, il y a un vrai travail privé et public sur cette externalisation. Mais avec un défi des bonnes pratiques de distribution à maîtriser quand c'est en externalisation, et aussi une maîtrise de coûts. On voit une progression, une augmentation des coûts en externalisation. Rien que l'année dernière, en 2023, on note une progression de 15% en moyenne par rapport à 2022. Et les tendances des 2 premiers trimestres de cette année montrent que cette tendance-là, elle continue. Et quand on regarde ici l'évolution du coût entre 2022 et 2023, en dollars, en fait, on tourne autour de 0,15 par kilo. Et évidemment, là, en 2023, l'externalisation nous coûte nettement vraiment plus par rapport à l'internalisation, quand c'est Salam qui le fait en direct. Il y a plusieurs projets pilotes de distribution de Last Miles à Madagascar. Le même objectif est le même pour tous, on est d'accord là-dessus, c'est assurer la distribution jusqu'aux bénéficiaires finaux. Mais évidemment, il y a très peu d'initiatives, on va dire, concertées. Chacun travaille selon les projets qu'ils ont, avec les partenaires qu'ils ont, sur des initiatives qui sont disparates et qui ne sont pas forcément concertées avec d'autres acteurs. Donc, on a les projets drones, on a les projets de distribution avec une différenciation de coûts, ainsi de suite, selon le partenaire. Et on se rend compte aussi que parfois, pour certains partenaires, le recouvrement de coûts, donc les produits qui sont achetés par les formations sanitaires, les centres de santé, prennent en charge en fait une partie de la logistique au dernier kilomètre pour certains partenaires. Donc ça aussi, ça impacte énormément sur la disponibilité, puisqu'à un moment donné, les CSP priorisent plutôt les produits du recouvrement de coûts par rapport aux produits des partenaires. On a un vrai éloignement des formations sanitaires par rapport aux pharmacies de gros des districts. Autour de 60 km, on peut trouver jusqu'à 390 km pour certains CSP par rapport aux Fagedis. Donc il y a un vrai enjeu de catégorisation de ces CSP-là, mais également un vrai enjeu d'adresser des solutions cohérentes avec les réalités des centres de santé. Le risque avec tout ça, c'est qu'il y a une désorganisation au niveau du central, puisque les initiatives ne sont pas concertées, ne sont pas forcément cohérentes les unes avec les autres, et on a du mal à maîtriser les coûts, puisque les bilans de ces initiatives-là ne sont pas encore disponibles pour tous, et la stratégie de financement qui est adressée par rapport à ces initiatives ne sont pas non plus encore définies. 2022-2023, avec l'UNFPA, on a fait un projet pilote de distribution Last Miles qui s'est avéré assez mitigé, on va dire, dans ses réalisations. Dans ce projet de pilote, la distribution entre le Fagedis, donc jusqu'au dernier kilomètre, la distribution a été entièrement externalisée. La livraison se fait tous les 2 mois pour les centres de santé. On n'avait pas finalement d'intégration, puisque ça ne concernait que les produits PF. Et on a noté une adhésion, on va dire, des centres de santé
qui était assez faible, puisqu'on a, enfin pas assez faible, mais perfectible. On était autour de 64% de bons de commande reçus si elle devait être à 100% pour chaque livraison. Et dans ce pilote-là, on s'est rendu compte que la distance moyenne entre le FAGE10 et le centre de santé était de 90 km et que le coût au kilo était de 1,46 $, qui était énorme par rapport à ce qu'on note nous en interne et par rapport à nos livraisons au quotidien. Quelles sont les perspectives face à tout ça? C'est que Salam, donc la centrale d'achat, n'est pas forcément dans une optique de dire non à la distribution au dernier kilomètre, mais il va falloir qu'on réfléchisse, nous en tout cas, avec les partenaires, avec le ministère, à comment y arriver. Donc les prochaines étapes, ça va être un bilan de toutes les initiatives qui se font par chaque partenaire. Une étude de faisabilité ensuite va être réalisée sur cette distribution au last mile, voir dans le cadre de cette étude de faisabilité quel est le rôle de chaque niveau central, au niveau des districts, au niveau des centres de santé, pour voir un petit peu les possibilités d'adresser ce last mile-là à chaque niveau de distribution et d'approvisionnement de la chaîne. On est en train, dans le cadre de notre plan stratégique, en tout cas Salam, en train de mettre en place une stratégie de décentralisation qui est en cours donc d'écriture avec les partenaires pour voir un petit peu jusqu'où déjà on peut avancer pour se rapprocher le plus des patients. Ensuite, sûrement à partir des études de faisabilité, il y aura des projets pilotes pour essayer de voir un petit peu comment est-ce que ces recommandations peuvent s'appliquer sur le terrain. Et évidemment, à l'issue de ça, on verra quel est le mode de financement possible, quel est le mode de distribution possible. Tout n'est peut-être pas, on va dire, reproductible partout, mais sûrement qu'il y aura plusieurs possibilités, on va dire, de distribution selon les zones, selon les cas, selon les produits. Donc voilà, en gros, notre vécu au quotidien sur cette distribution au dernier kilomètre et les défis que nous rencontrons au quotidien. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, je pense que vous avez été juste le temps qu'il fallait. Et voulons vous remercier pour cette expérience que vous partagez sur l'originalité donc de votre approche, mais également le partage de ces projets pilotes que vous avez. Et nous sommes très attentifs de voir les résultats que cela pourra apporter en termes d'amélioration de l'accessibilité des produits de santé aux populations. Nous allons peut-être demander à professeur Djedi de pouvoir nous faire sa présentation sur l'approche, sur le modèle de distribution des produits de santé en Tunisie, tout en nous partageant bien sûr les défis et les perspectives à ce niveau. Merci infiniment, cher ami. Merci pour cette invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, en présentiel surtout, dans ce webinaire, planifié initialement pour qu'il soit en ligne. Mais en fin de compte, nous sommes là à Ouaga et c'est un très grand plaisir pour nous de partager les différentes expériences entre les différentes centrales d'achat et de voir les spécificités de chaque centrale dans son quotidien. C'était un plaisir de vous écouter, madame, pour voir un petit peu l'expérience malgache, très intéressante, et pour voir les défis. Il est vrai que la pharmacie centrale de Tunisie est une structure extrêmement ancienne, qui a commencé à travailler depuis les années 30, dans la pharmacie centrale des hôpitaux, dans l'ancien hôpital des Italiens, qu'on appelait un hôpital à Tunis, qui est l'hôpital Charnicole actuellement, et dans les années 60, c'est la pharmacie centrale de Tunisie, qui avait quand même aussi un référentiel industriel. La pharmacie centrale, c'est la première unité tunisienne qui produisait les médicaments. Aujourd'hui, et depuis les années 90, il y a eu la séparation entre la CIFAT, qui est
la Société des industries pharmaceutiques de Tunisie et la pharmacie centrale, qui a quand même une certaine spécificité par rapport aux autres centrales d'achat, c'est que la pharmacie centrale de Tunisie est une centrale d'achat qui monopolise l'achat des médicaments et de l'importation du médicament. Donc, ce monopole donne une place très importante à la PCT dans le circuit du médicament en Tunisie, surtout pour les médicaments importés et surtout pour la mise à disposition des médicaments au niveau des hôpitaux, mais aussi en ville. Donc, 2 mots pour présenter un petit peu la pharmacie centrale. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, chère madame, c'est presque les mêmes rôles, c'est les mêmes missions, c'est s'approvisionner en produits pharmaceutiques, des médicaments, des produits chimiques, etc., les objets de pansement, les instruments, les accessoires et toutes les autres fournitures nécessaires à la médecine humaine et vétérinaire. Ça aussi, c'est une spécificité. Toute la médecine vétérinaire transite via la pharmacie centrale de Tunisie, les médicaments importés, les médicaments fabriqués localement, mais aussi les vaccins, tous les vaccins humains et tous les vaccins vétérinaires aussi, fabriqués localement en Tunisie, mais importés, véhiculent via la pharmacie centrale de Tunisie. Donc, c'est une pharmacie centrale des hôpitaux, c'est une centrale d'importation, c'est la centrale de la vaccination. En fait, tout produit de santé véhicule via cette centrale d'achat. Donc, vous comprenez un petit peu la lourdeur de notre tâche. Donc, nous assurons le monopole de l'importation des médicaments et tout produit qui est en relation avec notre monopole. Bien sûr, et c'est dont on va essayer de parler aujourd'hui, on ravitaille en médicaments et en produits entrant dans le cadre de notre objet, les formations sanitaires, les hôpitaux, les services techniques relevant du ministère de la Santé, mais aussi les organismes répartiteurs, les grossistes répartiteurs. Eux, c'est les structures qui s'occupent de distribuer les médicaments vers les officines et les laboratoires de biologie et aussi les officines en tout produit en rapport de notre objet. Donc, ce monopole que nous considérons très important, c'est une stratégie de l'État qui date depuis très longtemps et que nous maintenons. Ce monopole nous permet de maîtriser déjà les coûts de l'achat des médicaments. J'ai remarqué tout à l'heure ce que vous avez mis en rouge, c'est que les prix des médicaments sont les mêmes partout dans le territoire malgache et je pense que c'est très important. C'est la même chose aujourd'hui chez nous. Le prix, il est unique dans toutes les pharmacies du pays. C'est vrai que le circuit du pricing et la fixation du prix du médicament, il est très complexe en Tunisie. Il y a plusieurs étapes. Nous tendons aujourd'hui à avoir un comité unique des prix qui va nous faciliter la fixation des prix du médicament, les négociations avec nos partenaires à l'international. Le monopole nous permet d'avoir la disponibilité puisque c'est l'État qui assure l'importation et bien sûr garantir de la qualité puisque c'est un point extrêmement important pour nous autres. Tout produit ne peut être acheté par la pharmacie centrale que s'il a une autorisation de mise sur le marché tunisien, qui est un processus extrêmement rigoureux avec des points de contrôle draconiennes, surtout par rapport au contrôle qualité, avec le Labo national de contrôle du médicament et avec toutes les approches d'évaluation clinique avec les experts sur une vingtaine de commissions qui siègent au niveau de l'agence du médicament pour donner leur aval sur la nécessité ou non d'avoir ce médicament. Tout ceci bascule vers un comité technique qui donne ou non la même, puis commence tout le circuit de l'évaluation du prix du médicament au niveau de la CAM, de la commission d'achat des médicaments, la pharmacie centrale, mais aussi au niveau de la caisse nationale, parce que la couverture aujourd'hui de l'assurance maladie en Tunisie, elle est très importante. On tend vers les 90% des citoyens tunisiens qui sont couverts par cette grande caisse nationale d'assurance maladie. Le réseau hospitalier
assure l'accès aux mêmes médicaments que les CNAME aux 10% restantes de la population. Un autre point qui est très important, la pharmacie centrale de Tunisie a ce rôle de déterminant dans la disponibilité du médicament, mais aussi dans la tenue d'un stock stratégique et un stock de sécurité. Aujourd'hui, nous sommes maintenus par la loi, la fameuse circulaire de 2008, de maintenir un stock stratégique dont la quantité dépend de l'importance du produit. On peut être avec des stocks au niveau national qui peuvent atteindre toute une année d'insuline, par exemple, 6 mois de sérum et des médicaments d'anesthésie générale, les morphiniques, etc., les médicaments qu'on utilise pour la réanimation, les antibiotiques à large spectre. Et ceci nous a vraiment aidé lors de la grande épidémie du Covid-19, où on s'est trouvé quand même capable de démarrer les premières semaines sans avoir besoin d'importer. Mais ce qui est aussi important à signaler, que le réseau de l'industrie pharmaceutique locale nous a aidés, puisqu'aujourd'hui en Tunisie, on a une 50aine d'industries locales qui arrivent à satisfaire en volume plus que 70% du besoin national, avec une projection d'exportation à l'international, même dans les pays du Golfe, au niveau européen, et même une décentralisation de l'industrie pharmaceutique dans plusieurs pays africains. 603 employés à la pharmacie centrale. Avec cette année, on a pu décrocher 120 recrutements en plus. Vous voyez les chiffres d'affaires de la pharmacie centrale. En 2023, on est à 566 millions de dollars. Et notre stock, il y a quelques mois maintenant, à la fin de l'année, et on roule avec presque régulièrement ce stock, il avoisine les 160 millions de dollars, avec un pourcentage très important pour les médicaments, comme l'a dit hier notre président de la centrale d'achat burkinabèse, que c'est vrai qu'il y a un focus très important de la pharmacie centrale sur le médicament. Les dispositifs médicaux, il y a un tissu privé très développé en Tunisie qui permet d'avoir un accès à ces produits. Les hôpitaux achètent via des appels d'offres, donc le prix est quand même assez maîtrisé, mais il y a aussi des produits qui font partie du monopole de l'État, comme les fils de suture, les produits de compresse. Ça, c'est notre monopole et nous assurons le ravitaillement des hôpitaux via la pharmacie centrale de Tunisie. Le réseau de distribution, il est très important en Tunisie et on a, puisque nous sommes l'entité qui importe les médicaments et qui a l'exclusivité d'importer les médicaments, donc le secteur privé fait partie de nos prérogatives aussi. La distribution au niveau officinal fait partie de nos prérogatives et le secteur public, bien sûr, aussi. On a donc au niveau de la Cité nationale du médicament, j'espère que vous allez avoir l'occasion de la visiter, on a en fait 3 grandes réserves au niveau de la Cité nationale du médicament, la réserve hospitalière, la réserve officinale et l'unité des vaccins et des sérums et de tous les dérivés sanguins stables. On a aussi quelques dépôts qui sont décentralisés par rapport à la Cité nationale du médicament, tellement le volume il est très important pour tout ce qui est les solutés massifs. Hein, ça, on le décentralise dans un hangar pas loin de la Cité nationale du médicament, mais tellement il y a de l'activité et le volume il est conséquent, donc c'est décentralisé. C'est important de comprendre le réseau de distribution. Au niveau de des hôpitaux, on a 6 réserves régionales. Vous voyez la carte de la Tunisie, 164 000 km². Vous voyez ce qui est dans les petites, les cadres encerclés. Ça, c'est les dépôts régionaux de la PCT. Et vous voyez que la distribution, elle est bien étudiée. Le nord, le centre-est, le centre-ouest, le sud-est, le sud-ouest et l'extrême sud, avec ce que vous voyez avec la couleur marron, ça c'est le désert tunisien. En fin de compte, là, il n'y a pas vraiment beaucoup de structures hospitalières. Toujours est-il
la proximité, elle est assurée par ce dépôt régional de la pharmacie centrale. Donc, ces dépôts régionaux s'approvisionnent auprès de la Cité nationale du médicament pour mettre à la disposition de tous les centres hospitaliers, qu'ils soient du niveau 1, 2 ou 3. Niveau 1, ça veut dire les centres de soins de base. Niveau 2, c'est les hôpitaux de circonscription ou les hôpitaux régionaux. Et le niveau 3, bien sûr, c'est les CHU ou les centres hospitaliers universitaires ou les EPS. Donc, vous voyez, au niveau des les 6 dépôts régionaux, c'est eux qui ravitaillent toutes les structures de santé publique. Et vous voyez les 6 dépôts des régions de la pharmacie centrale. Chaque dépôt a sous sa responsabilité 3 ou 4 gouvernorats qui permettent de approvisionner aussi la première et la deuxième ligne. Pour les officines, donc, les grossistes répartiteurs qui vendent auprès des officines achètent auprès de la pharmacie centrale les médicaments importés, puisque la pharmacie centrale, elle détient le monopole. Donc, les pharmacies de ville, en fin de compte, ils sont ravitaillés par les grossistes répartiteurs ou directement par la pharmacie centrale, parce que nous aussi, nous avons nos propres grossistes dans les 3 grandes régions du pays, nord, centre et sud. Et vous voyez donc les grossistes privés, c'est eux qui ravitaillent les officines, les grossistes de la PCT aussi ravitaillent les officines, mais aussi les dentistes, les vétérinaires et divers ministères comme ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur, les douanes, etc. Donc tout ce beau monde-là est ravitaillé auprès de la pharmacie centrale de Tunisie, mais il faut dire que pour les vaccins aussi, pour les rendre encore plus accessibles sur tout le territoire tunisien, il y a la direction de la santé et des soins de base. Dans chaque centre de gouvernorat, il y a une direction régionale de santé de base qui, elle, distribue au niveau des centres de soins de base qui sont au nombre de 2160 centres de soins de base, vraiment qui sont déployés sur tout le terrain. Et le vaccin, si je prends l'exemple du vaccin et des médicaments essentiels, ils sont acheminés vraiment dans les régions les plus reculées de la Tunisie. C'est vrai qu'on n'a pas des problèmes de routiers, on n'a pas de problèmes de géographie, si j'ose dire. C'est vrai que vers le nord, c'est une zone assez montagneuse, mais qui est quand même très accessible. Vers le sud, c'est une zone qui est quand même assez désertique, mais qui reste toujours accessible. Donc, il n'y a pas vraiment, le réseau routier, il est très développé, donc on n'a pas vraiment de problème par rapport à ça. La flotte de la pharmacie centrale, aujourd'hui, vous voyez devant vous, elle est composée de plusieurs moyens roulants. On a des camions de 18 tonnes, donc les isothermes sont au nombre de 2. Les 10 tonnes, on en a 6 isothermes et frigorifiques, pardon, et 11 isothermes. Pour les 3 tonnes, on a 3 frigorifiques et 2 isothermes. Et pour une seule tonne, on a 14 qui sont frigorifiques. Et vous voyez que la quasi-majorité, pour ne pas dire 100% de notre flotte, est équipée de GPS. Ça veut dire à tout moment, on sait où est vraiment notre moyen roulant sur tout le territoire national. Vous voyez un petit peu le coût très conséquent de la fonction logistique de la pharmacie centrale qui est strictement sous notre responsabilité. Nous avons 36 chauffeurs. Nos chauffeurs ont parcouru l'année dernière 800 000 km avec 5 762 missions. Vous pouvez voir, estimer le nombre de missions journalières en se basant sur ce chiffre annuel, avec une charge salariale de 1,1 million de dinars et une maintenance très conséquente pour ces moyens roulants, parce qu'il y a une partie de la maintenance que nous prenons en charge, mais il y a aussi une autre partie, bien sûr, qui est sous-traitée par les sociétés automobiles. Le outsourcing de la logistique du transport, est-ce que serait une solution? On ne sait pas trop, et croyez-moi que cette idée de webinaire m'a poussé avec mes collaborateurs
à penser à étudier. Parce qu'aujourd'hui, c'est très lourd ce que nous sommes en train de subir, avec le nombre de chauffeurs très conséquent, avec cette responsabilité que nous avons, et tout le système hospitalier en Tunisie. C'est très bien que la pharmacie centrale, elle est très forte, on va dire, sur le plan logistique, et il compte trop sur notre intervention, et ça nous laisse qu'on soit toujours sur le qui-vive, avec cette volonté d'être toujours présent dans toutes les régions du pays, avec, imaginez, au niveau de la direction commerciale, tous les plans mensuels, hebdomadaires, quotidiens. Tout à l'heure, vous parlez de 3 et 6 mois, nous, on parle de quelques heures. Donc, on est dans l'obligation de répondre les grands centres hospitaliers qui ont le droit d'être ravitaillés quotidiennement avec des bons de commande urgents, puisque la chaîne de ravitaillement laisse que nous recevons beaucoup de médicaments quotidiennement. Donc ça, c'est très important. Il y a une commande, bien sûr, hebdomadaire, des commandes mensuelles pour les centres qui sont moins actifs, mais pour les grands centres hospitaliers, c'est carrément une rotation qui peut être quotidienne. Donc, les avantages du outsourcing peuvent être la réduction des coûts opérationnels. C'est pas évident lorsque je vois ce que vous avez présenté avec le coût de $1 et quelques le kilo, c'est pas vraiment évident. Mais les prestataires logistiques peuvent offrir des coûts inférieurs, peut-être, par rapport au fait qu'ils ont un volume de transport élevé. Les investissements en infrastructure, il ne faut pas oublier que ces camions, c'est la pharmacie centrale qui les a achetés, parce que nous, c'est une structure qui est strictement indépendante du budget de l'État, donc nous sommes autonomes financièrement, on n'a pas une subvention de l'État, on n'a pas on va dire, on fait pas partie du budget de l'État, entre guillemets. Il faut gérer cette flotte, il faut gérer les chauffeurs, il faut avoir l'entretien de cette flotte, il faut veiller à que les chauffeurs soient vraiment en forme, parce que les distances sont parfois très longues pour aller vers le fond du pays. Il faut veiller à leur confort, parce que c'est très important de respecter ces aspects-là. C'est vrai que l'outsourcing peut-être peut nous aider dans l'expertise et la compétence, sauf malgré que nous avons quand même acquis de l'expérience par rapport à tout ce qui est logistique. Ça permet peut-être aussi d'ajuster rapidement les niveaux de service en fonction des fluctuations de la demande, sans avoir à gérer directement le personnel et les ressources logistiques. C'est vrai que parfois, notre personnel il est à l'usure, alors que s'il s'agit du personnel d'une compagnie logistique, ça ne serait pas vraiment nos soucis d'aller sur ces points-là. C'est pas vraiment notre métier. Hein. Notre métier, c'est peut-être autre. Et peut-être que nous pouvons externaliser, et peut-être que les moyens qu'offrent les logisticiens peuvent être plus intéressants, surtout par rapport à tout ce qui est le contrôle de la chaîne de froid, par rapport à tout ceci qui est quand même très difficile. Et ce qui est important, c'est qu'en Tunisie, il y a ce genre de logisticiens, ce genre de sociétés qui sont spécialisées effectivement dans l'agroalimentaire, dans tout ça. Ils peuvent s'adapter à cette demande et ils peuvent être là aussi pour l'industrie pharmaceutique qui est très développée en Tunisie. Donc, on peut trouver des prestataires logistiques qui, eux, peuvent utiliser des moyens et des nouvelles technologies plus intéressantes avec l'avènement aujourd'hui de l'intelligence artificielle, de mieux optimiser peut-être leurs moyens logistiques, mieux que nous peut-être, pour qu'ils soient plus efficients et diminuer un petit peu les prix. Je termine avec les éventuels inconvénients. On ne va plus avoir le contrôle. Vous voyez, le fait que le transporteur soit autre que nous autres, ça peut affecter la réactivité et la flexibilité de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, notre plateforme peut à tout moment recevoir un appel à n'importe quel moment et hop, on est opérationnel, parce qu'on a des chauffeurs de garde, on a des moyens logistiques de garde. La qualité de service aussi, nous, on est dans le médicament, on sait que c'est spécifique.
on sait qu'il y a une chaîne de froid à respecter. On a cette responsabilité technique qui laisse que nous devons garantir la qualité lors de ce chemin, les chemins logistiques. Donc, je pense que c'est très important. Et cette dépendance vis-à-vis du prestataire peut laisser que nous soyons un petit peu otages s'il y a de l'outsourcing. Des coûts, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on a lancé le débat avec mes collaborateurs pour étudier un petit peu si éventuellement le fait de travailler avec des partenaires externes peut diminuer, mais même, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, la sécurité et la conformité, nous sommes impliqués dans une réglementation extrêmement stricte et rigoureuse pour la sécurité, la traçabilité. Donc tout est tracé sur tous les chemins, tous les clichés sont validés suite à une opération de transport, surtout pour les médicaments de la chaîne de froid et même les médicaments qui exigent une température inférieure à 25 degrés. Donc le fait d'externaliser tout ça peut-être entraîner des sanctions réglementaires à la boîte si les agences ne le respectent pas. Donc pour conclure, l'outsourcing de la fonction logistique du transport peut offrir des avantages significatifs en termes de coûts, peut-être, d'expertise, de flexibilité, je dis toujours peut-être, on ne sait pas. Ça m'a donné l'appétit d'étudier tout ça sur le terrain. Puisqu'on dépense beaucoup d'argent, donc ça peut nous aider. On doit recruter toujours des chauffeurs, on doit, vous voyez, leur aptitude à conduire aussi. Donc, vous voyez, tout ça, c'est très important et c'est de notre responsabilité. Cependant, il est crucial de bien évaluer les prestataires, de mettre en place des contrats robustes et surveiller continuellement les performances pour atténuer les risques associés à la perte de contrôle et la dépendance. Et une analyse approfondie, c'est ce qu'on a lancé, des besoins spécifiques de l'entreprise et une gestion proactive de la relation avec les prestataires sont essentiels pour maximiser les bénéfices de l'externalisation tout en maintenant minimisant ces inconvénients. Voilà, merci pour votre attention. Je pense que j'étais pas été, bon, relativement, j'ai grignoté 7 ou 8 minutes, surtout lors de l'introduction, mais j'espère que ça a été bénéfique et je reste à votre disposition pour la discussion, cher ami. Merci, cher professeur, pour ce partage d'expérience, pour cet intérêt aussi que vous avez trouvé à ce webinaire, et surtout sur cette problématique de la fonction transport, les possibilités que le secteur privé joue sa partition, puisse venir en appui, en complément, éventuellement, mais bien sûr, comme vous l'avez bien dit, il faut pouvoir apprécier les limites de cette éventuelle complémentarité et aussi l'impact que cela pourrait avoir. Nous avons une mission de service public et de santé publique. Notre mission, c'est que le médicament de qualité doit être rendu accessible aux patients. Et ensuite, après cette mission, nous avons l'opportunité d'optimiser, de réduire les coûts et de nous rendre encore plus efficaces. Je voudrais donner 10 minutes, parce que nous avons une contrainte de temps, 10 minutes à nos collègues de la nouvelle PSP, Dr Kouyaté, si vous êtes en ligne et que vous nous entendez. Voilà, donc on a la participation du Dr Kouyaté, qui est le directeur général de la nouvelle PSP Côte d'Ivoire, qui va donc pouvoir nous faire sa présentation sur les perspectives et les défis en matière de la distribution de produits de santé en Côte d'Ivoire. Bonjour, Dr Kouyaté. Bonjour, Azer. Bonjour, l'ensemble des participants. On voulait s'excuser un peu pour le retard. On devrait prendre la parole en deuxième position. Mais pour des raisons logistiques, on a dû retarder un tout petit peu. Donc, sans trop tarder, comme l'a exigé le directeur exécutif, on va essayer de faire court et bien. Alors, rapidement, donc, nous allons effectivement vous montrer les enjeux de l'internalisation et de l'externalisation du transport. Dans un premier temps, il est important chez nous de préciser un peu notre mission. Donc, la présentation prendra compte du système SP, dans un premier temps. En second lieu, des défis et enjeux par rapport donc à l'internalisation, à l'externalisation du transport.
Ensuite, des stratégies d'internalisation que nous avons mises en place, de la valeur ajoutée des coûts sur la fréquence et l'internalisation des transports, les différentes perspectives de distribution. Nous avons établi un circuit de distribution qui permet, dans une politique de déconcentration, d'aller au dernier kilomètre et enfin donc passer à la conclusion. Il faut noter qu'aujourd'hui, la nouvelle PSP, depuis 2-3 ans, est soumise quand même à un enjeu national, qui est donc d'assumer la mise à disposition des médicaments dans le cadre de la couverture maladie universelle, qui peut s'assimiler donc à la protection sociale qui est développée par l'État de Côte d'Ivoire, et également d'être présent dans les 10 pôles régionaux d'excellence de santé, les PRES, qui a été défini par le ministère de la Santé de Côte d'Ivoire, qui exige pour chaque entité du ministère de la Santé d'être présent donc dans toutes les régions, notamment dans les 10 régions principales de la Côte d'Ivoire. Notre mission, comme toute centrale d'achat, est d'abord d'assurer la disponibilité des médicaments, comme tous, et un temps stratégique jusqu'au dernier kilomètre, qui est une exigence du ministère, mais surtout de garantir la qualité et l'accessibilité des médicaments. L'accessibilité sous-entend en tant que coût des produits distribués, d'où la nécessité donc des appels d'offres et d'un bon sourcing et un temps stratégique de bonne qualité au niveau de la population, d'approvisionner en médicaments essentiels les établissements sanitaires privés, mais uniquement en cas d'urgence sanitaire. Notre mission est essentiellement circonscrite aux établissements publics et également des établissements publics à caractère social, donc des établissements privés à caractère social. Et enfin, de contribuer donc au développement d'une production locale en produits pharmaceutiques. Nous avons pour ce faire 4 organes de gouvernance. Il s'agit de l'Assemblée générale, fortement représentée par l'État, du conseil d'administration, d'un comité de supervision et de la direction générale. Vous avez donc comme partenaire l'État de Côte d'Ivoire quelques organismes tels que l'autorité de régulation au niveau étatique, la DAP qui est la direction de l'activité pharmaceutique et le laboratoire national de santé publique pour tout ce qui est contrôle qualité. Nous avons également des organismes non étatiques, l'OMS, l'UNICEF, l'AFD, la PAM, le Fonds mondial et surtout l'USAID à travers le projet PEPFAR qui établit au niveau de la NPSP une direction qui est LH-Plan qui s'occupe donc de l'assistance technique au niveau des différents hôpitaux. La NPSP aujourd'hui a un statut privé sous forme d'ASBL, autonomie de gestion, pour garantir l'autonomie de gestion, donc une association sans but lucratif avec donc une gestion privée, mais à finalité sociale. Donc nous ne faisons pas de dividendes en fait, en réalité. Nous distribuons, nous remettons donc dans le circuit les résultats positifs que nous pouvons aujourd'hui engager au cours de la gestion. Nous avons entamé une politique de déconcentration pour être plus proche donc des différentes zones commerciales. Nous avons 2 agences régionales qui sont Abidjan et Bouaké, mais qui sont des agences commerciales, c'est-à-dire directement en contact avec les établissements sanitaires publics. Mais nous avons, en plus de l'agence régionale, une agence principale qui est chargée donc de la réception, de l'achat, de la réception et de la ventilation des produits au niveau des agences régionales d'Abidjan et de Bouaké. À la suite de ces agences, nous avons mis en place 3 dépôts sur un total de 10, comme je l'ai dit tantôt, pour respecter donc la présence de la NPSP dans les 10 pôles régionaux d'excellence de santé. Donc, nous avons pour l'instant 3 dépôts à Mans, à Korogo et à Odiéné. Et à l'horizon fin août 2024, nous envisageons donc 5 dépôts supplémentaires pour arriver à 8 et 2 dépôts d'ici la fin de l'année pour desservir au total 700 clients qui sont des clients publics, parapublics et très peu de clients privés parce que nous avons en Côte d'Ivoire 4 grossistes privés qui ont donc la possibilité de s'approvisionner directement auprès des fournisseurs et de leurs centrales d'achat basées pour la plupart en Europe.
C'est bien ça. Oui. Alors, pour aller directement droit au but par rapport à l'internalisation, l'externalisation, on va vous faire part un peu des différents enjeux et des défis sur l'optimisation. Alors, vous voyez que depuis 2016, nous avons essentiellement externalisé le transport de la NPSP en 2016 avec un chiffre d'affaires de 27 milliards pour un coût de transport estimé à 1,10% du chiffre d'affaires. Et le coût de transport est parti crescendo de 2016 à 2022 pour atteindre les 5,30% de charge. Les 5,30% de charge. Donc, il est impératif donc, pour nous de voir un peu avec donc, cette externalisation. Nous avons une fréquence de livraison qui est de plus de 45 jours, qui est passée à 28 jours en 2022, soit en moyenne une livraison par mois. Les charges de transport sont de plus de 2 milliards avec l'externalisation à partir de 2019 pour une couverture logistique de moins de 10% par la NPSP par ce transport propre. Donc, le défi pour nous était de mettre en place une stratégie de reprise de la fonction dès notre prise de fonction en octobre 2022 en se calquant un peu sur la distribution faite par les grossistes privés en Côte d'Ivoire qui, par l'internalisation de leur transport, arrivent quand même à une couverture territoriale au niveau donc de toute la région, de toutes les régions de Côte d'Ivoire. L'enjeu majeur, tel que l'a expliqué d'ailleurs la Tunisie, est surtout de garantir la qualité de service, d'améliorer les délais de livraison en passant d'une livraison mensuelle à une livraison hebdomadaire, voire 3, si nous sommes effectivement dans la ville. Donc, il était impératif pour nous d'avoir le lead, en fait, sur cette fonction de transport qui a quand même un coût élevé. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les 5,30% du chiffre d'affaires que nous réalisons sur le transport ne couvrent que 70 000 km par mois. Alors que nous avons un besoin de couverture qui excède les 350 000 km par mois. Donc, vous voyez que si nous devons aller sur ces besoins de couverture, ben on allait flamber donc sur la fonction de transport pour couvrir donc les 350 000 km par mois. Alors aujourd'hui, quelle est la stratégie que nous avons mise en place pour justement internaliser le transport? Dans un premier temps, on est parti sur une stratégie mixte. Donc, il faut mixer le transport externe et le transport interne, avec d'abord une négociation à la baisse du tarif au kilomètre du transport externe. Donc, nous sommes passés de 2 800 francs le kilomètre à 1 960 francs le kilomètre pour le transporteur externe, tout en renforçant progressivement notre flotte interne de camions de transport. Nous avons également fait une prise en charge des tournées logistiques les plus accessibles. Bon, il faut ajouter quand même qu'en Côte d'Ivoire, nous avons quand même une bonne couverture, un bon réseau routier. Donc, on peut se permettre nous-mêmes de prendre en charge le transport logistique et nous avons pas mal de zones accessibles. Nous avons procédé au recrutement et à la formation des chauffeurs livreurs qualifiés et à la mise en place d'outils de gestion de la flotte de transport, à savoir donc les GPS, et mettre même en place un département de logistique transport dépendant de la direction de l'exploitation. À ce jour, en 2023, donc, on est parti de 8 véhicules de transport propres à la NPSP à 23 véhicules de transport, donc un important investissement en termes de camions, partant de 40 tonnes à 2 tonnes et demie. Donc, nous avons à ce jour une couverture logistique de 60% par la NPSP, 10% en 2022, avec une internalisation totale au niveau des villes d'Abidjan et de Bouaké. Donc, nous avons confié donc les provinces, la livraison au niveau des provinces aux transporteurs externes et nous avons pris en main les livraisons au niveau interne, Abidjan et Bouaké. Nous avons la plupart des centres hospitaliers universitaires qui sont quand même de grands pourvoyeurs de médicaments. Et il était important pour nous de garantir donc une livraison correcte, une fréquence de livraison correcte, à savoir même une livraison journalière des centres hospitaliers universitaires que nous desservons tous les jours.
Alors, quelle est la valeur ajoutée de cette internalisation du transport pour nous? C'est d'abord un nouveau business model pour la NPSP. Prendre en charge la logistique de transport, répondre nous-mêmes à notre mission de logisticien en termes de distributeur. Parce que je pense que le distributeur, c'est le stockage, l'achat, le stockage et la distribution. Et la distribution intègre donc la logistique. Pour ma part, qui vient souvent du secteur privé, nous estimons que le grossiste-répartiteur est le logisticien, en fait, de la chaîne de distribution. Donc, il est impératif de respecter et de répondre pleinement à notre mission sur toute la chaîne de distribution. Les avantages de l'internalisation sont multiples. Je vais en citer quelques-unes, entre autres, la livraison hebdomadaire. Je vous ai dit tantôt que nous sommes passés de 70 000 km couverts en termes de livraison par l'externalisation à 350 000 km aujourd'hui avec l'augmentation des fréquences de livraison. Donc, si nous devions appliquer le coût de 2800, de 1900 francs le kilomètre, vous voyez ce que cela représenterait en termes de charge au niveau de la fonction transport sur le chiffre d'affaires. Également des délais de livraison qui avoisinent les 48 heures maximum à partir de la commande. Donc, c'est impératif. Au préalable, on avait des délais de livraison à 1 mois. Nous sommes réduits donc à des délais de 48 heures, ce qui permet également d'ailleurs de limiter un peu les exigences de stockage. À travers une bonne rotation, nous avons aujourd'hui moins de pression de stockage, vu que nous ne stockons pas pour 1 mois, 2 mois pour le compte des hôpitaux et des centres hospitaliers. Nous avons donc une contrainte de stockage liée donc à ces longs délais de livraison, d'où la nécessité d'ailleurs de passer parfois à des locations d'entrepôts pour justement garantir le stockage. Nous avons une réduction des tournées de rattrapage. Alors, lorsque la tournée ne peut pas répondre à l'ensemble des besoins du centre hospitalier, nous faisons également une seconde tournée et cela ne peut être fait de façon, je dirais, de façon aisée avec un transporteur extérieur. Nous avons également la révision des zones logistiques selon le volume. Donc, nous avons des axes de transport, de livraison qui peuvent être évolutifs en fonction même de la création des nouveaux centres de transport, mais également en fonction des volumes que nous avons sur chaque axe. Également, cela nous permet également de maîtriser les coûts de transport suivants. Il faut faire une analyse analytique des transports, mais en dehors de ça, vous savez, on est souvent soumis à la problématique de la comptabilité analytique, notamment en ce qui concerne les frais de gestion des bailleurs. Et en internalisant le transport avec des véhicules dédiés au transport des produits, des programmes venus par les bailleurs, nous pouvons effectivement avoir l'ensemble des coûts de revient que imposent donc les différents produits transmis par les bailleurs. Également, nous avons l'accroissement des ventes des produits recouvrables. Voilà, donc nous avons aujourd'hui 2 types de produits, les ventes recouvrables et les ventes non recouvrables, qui sont aujourd'hui les ventes recouvrables ont une meilleure marge que les ventes non recouvrables. Et donc, il était impératif, à travers ces fréquences de livraison, d'accroître donc les ventes recouvrables au niveau de la NPSP. Et enfin, nous créons de l'emploi avec l'embauche de personnel qualifié. Donc, la mise en place des processus internes de gestion optimale de la flotte de transport. Alors, rapidement, je vais vous donner donc le circuit de distribution, vu que le temps imparti est presque terminé. Je voulais vous accorder 1 minute. Voilà, donc j'ai 1 minute, merci. Donc, nous avons comme circuit de distribution donc, la centrale Abidjan, qui reçoit donc les produits par l'air, par terre et par terrestre, et également par mer. Donc, nous avons un contrôle qualité qui se fait à l'arrivée des produits et la ventilation au niveau donc, des agences d'Abidjan et de Boaké, qui, elles, maintenant, vous voyez, au beau milieu, les futures agences régionales que nous voulons créer à Korogo, à Bengourou, Daloa, San Pedro et Mans, afin de couvrir l'Est, l'Ouest, le Nord et également le Centre, qui, elles, maintenant, ont l'obligation de livrer au dépôt NPSP au nombre de 12 dépôts. Et les dépôts sont en charge donc de livrer les districts, les hôpitaux et également
les ESPC, 432 ESPC, tandis que les districts doivent livrer 2498 ESPC. Voilà un peu l'idée pour nous est vraiment de plus en plus en fonction des exigences de fréquence de livraison, des exigences de couverture d'aller au dernier kilomètre, d'internaliser donc le transport au niveau de la NPSP et donc de réduire considérablement notre dépendance envers les transporteurs extérieurs. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur général de la nouvelle PSP pour cette présentation et qui résume votre approche, bien sûr, qui part d'un modèle déjà d'externalisation vers une internalisation de plus en plus accrue afin de pouvoir donc maîtriser vos charges en termes sur la fonction logistique. Nous apprécions vraiment ce partage d'expérience qui est assez original. Mais avant de rentrer dans les débats, dans les discussions qui ne vont pas nous prendre trop de temps parce que le temps est aussi une denrée rare pour notre édition. Donc, je vais demander à nos collègues du Fonds mondial, notamment Maud Rivoire et Devin Scott, qui sont en ligne avec nous depuis Genève, de vouloir nous partager également leur appréciation sur ces discussions que nous avons sur la chaîne d'approvisionnement, notamment sur la question de la distribution. Nous savons que le Fonds mondial est très attaché à la distribution des produits au dernier kilomètre et le Fonds mondial pousse davantage les pays, les centrales d'achat à pouvoir rapprocher le produit, le médicament du patient. Mais je voudrais savoir auprès du Fonds mondial, quelle est l'approche que vous privilégiez à ce jour? Une connaissance bien sûr des défis qui ont été partagés ce matin. Est-ce qu'il y a une approche que vous promouvez ou que vous recommandez aux différents pays? Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On vous entend très bien. Déjà. Ok. D'abord, merci à tous d'être présents aujourd'hui et merci beaucoup pour les présentations qui ont été faites, vraiment très, très intéressantes. Au niveau du Fonds mondial, quelle est l'approche que nous avons? On va dire que notre approche, elle est un peu dépendante des spécificités des pays dans lesquels, pour lesquels on appuie les aspects de la chaîne d'approvisionnement. Donc voilà, notre approche, elle est vraiment adaptée pays par pays. Et ensuite, comme je l'ai mentionné, on va s'adapter aux spécificités du pays et du contexte. Notre approche exactement, elle est centrée sur le patient. Donc notre objectif, comme celui des ministères de la Santé et des centrales d'approvisionnement, c'est justement de répondre aux besoins programmatiques des patients et s'assurer que ils aient un accès aux médicaments de bonne qualité à tous les niveaux de la chaîne. Donc notre approche, nous déjà, elle s'adapte, elle s'adapte à la stratégie nationale qui est définie au niveau du pays. Et c'est important pour nous de rester vraiment sur ces aspects-là pays qui ont été présentés très clairement dans les présentations. Chaque pays a ses spécificités, a ses besoins et la chaîne d'approvisionnement est développée en fonction. Nous, après, par rapport aux défis qu'on peut rencontrer sur les différents pays où on appuie, on va intervenir à différents domaines. Donc il y a tout ce qui touche à la gouvernance de la chaîne d'approvisionnement. Il y a aussi tous les aspects liés à ce qu'on appelle supply chain design, c'est-à-dire l'optimisation des réseaux, et aussi les aspects digitalisation, puisque c'est important pour nous tous, d'avoir une visibilité de toute la chaîne, d'avoir des données qui soient utilisées et utilisables justement pour la prise de décision. Donc notre approche est aussi d'appuyer au mieux possible pour l'utilisation de technologies qui vont être adaptées. Voilà un petit peu pour répondre à cette question. Et ensuite, pour compléter, peut-être dire que effectivement, selon les défis rencontrés dans les
pays, selon les problématiques géopolitiques qu'il peut y avoir, effectivement, il y a un besoin d'avoir une chaîne d'approvisionnement qui soit flexible et agile pour justement être capable de, malgré les situations, des fois comme on l'a pu le vivre durant le Covid, de pouvoir quand même être agile et de pouvoir quand même maîtriser la chaîne d'approvisionnement et les flux dans les meilleurs délais et pour minimiser en fait les risques aussi et s'assurer qu'il y a quand même une bonne performance en termes de distribution. Voilà de mon côté. Merci. Merci encore pour cette approche qui est centrée sur le patient bien sûr et qui rejoint aussi les missions de nos centrales d'achat parce que c'est une mission, comme on l'a déjà dit, de santé publique qui est orientée aussi sur le patient et qui fait que nous sommes des partenaires, nous avons la même vision, nous partageons les mêmes missions et c'est pour ça que dans nos pays, nous travaillons ensemble sur les programmes de santé. Je voudrais quand même rebondir à partir de ce que vous venez de dire pour vous demander de nous partager l'expérience d'une approche qui a été développée, centrée sur le patient bien sûr, dans un pays soutenu par le Fonds mondial et qui pourrait servir aussi de leçons apprises qui pourraient nous permettre de capitaliser, de partager cette expérience avec les pays. Est-ce que vous avez, ne serait-ce qu'un modèle, je sais qu'il y en a plusieurs, mais nous partager une expérience réussie de comment est-ce que vous avez pu accompagner ce pays à atteindre ses objectifs sur la fonction transport en matière de distribution des produits de santé? Merci beaucoup pour la question. Alors, je pourrais prendre peut-être deux exemples concrets. Le premier, ce serait sur le pays, le Mozambique, où effectivement il y a un gros travail qui est fait par le pays et en support avec plusieurs partenaires et bailleurs de fonds pour l'externalisation justement des services de distribution avec des prestataires privés qui sont contractés et qui fournissent, qui ont une obligation de résultat et donc qui doivent fournir chaque mois un rapport de performance avec des indicateurs définis sur les différentes opérations de distribution qui sont effectuées au niveau du pays. Donc, c'est une expérience qui fonctionne, c'est plutôt réussi. Après, effectivement, et je pense que ça a été très très bien expliqué au niveau de Madagascar et même au niveau de la Tunisie, si je me trompe pas, que voilà, les coûts l'externalisation fonctionne très bien, donne de très très bons résultats en termes de distribution, mais c'est vrai que le coût est parfois plus élevé. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être en tout cas observable dans le cas aussi du Mozambique. Néanmoins, il faut voir quels sont les éléments et les coûts, comment ils sont comparés en fait et qu'est-ce qu'ils incluent. Effectivement, la gestion des contrats, le suivi justement des indicateurs de performance sont souvent des éléments importants et essentiels pour assurer justement un succès et une distribution à temps dans les lieux de distribution prévus. Donc ça, c'est un premier exemple où on a, dans le cas du Mozambique, une expérience réussie de distribution avec l'externalisation des services. Et un autre exemple que je pourrais prendre, mais je laisserai aussi justement la personne du WFP d'en parler. Mais ici, on a aussi sur plusieurs pays qui ont des problématiques sécuritaires et donc des difficultés aussi pour assurer la distribution au dernier kilomètre, de partenariats qui sont faits avec des organisations humanitaires, notamment donc avec des agences des Nations Unies et aussi des organisations non gouvernementales. Donc ça, c'est aussi un modèle d'expérience qui réussit dans certains pays et pour lequel on pense que ça montre aussi cette agilité et cette flexibilité de la chaîne d'approvisionnement, de pouvoir justement mobiliser les acteurs, les partenaires qui sont présents et qui ont aussi cette expertise logistique qui est nécessaire pour appuyer justement la centrale nationale,
mais également le ministère de la Santé à atteindre ses objectifs et à atteindre justement les patients, même dans les localités les plus difficiles à atteindre. Merci. Merci encore. Merci. Je retiens de cette belle présentation deux aspects essentiels. Les indicateurs de performance qui sont indispensables afin d'apprécier et d'améliorer la performance des centrales d'achat. Et ces indicateurs, il faut pouvoir les mesurer, il faut pouvoir comparer le gain entre l'internalisation et l'externalisation. C'est quelque chose d'assez capital. Et il faudrait qu'on puisse avoir aussi ce dashboard que vous avez pu utiliser, par exemple, au Mozambique, pour pouvoir apprécier comment est-ce que cette externalisation a été bénéfique pour le pays et pour le patient de façon plus précise. Donc, il y a la question des indicateurs de performance qu'il faut pouvoir mesurer. Et puis, je fais un parallèle avec l'expérience de la Côte d'Ivoire, où il faut aussi pouvoir évaluer, avoir une matrice pour évaluer les charges que cela représente. Parce que vous l'avez aussi dit, l'externalisation a un coût financier. Et ce coût financier, il faut pouvoir le mettre en regard des performances, de l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement. Donc, s'engager vers une externalisation a un coût financier important, mais a aussi des bénéfices en termes d'indicateurs de performance. Donc, cette expérience que vous avez, nous allons pouvoir vous demander de partager sa documentation pour permettre à nos pays, à nos centrales d'achat, de voir dans quelle mesure, pour les pays qui veulent s'orienter vers l'externalisation en fonction du contexte, puissent avoir des éléments essentiels à prendre en compte pour ne pas aussi répéter parfois être confrontés aux mêmes difficultés que vous avez connues ou avoir les mêmes challenges qui ont été certes surmontés chez vous, mais qui peuvent être davantage plus problématiques. Mais aussi, nous devons comprendre qu'il y a aussi d'autres approches en termes d'internalisation. Quand on prend les données, évaluer les charges que cela représente en termes de fonctionnement, aujourd'hui dans une visée d'optimisation de ce que la Côte d'Ivoire est en train de vouloir amorcer comme approche pour faire des économies et donc pouvoir se rapprocher du patient en améliorant sa présence sur tout le maillon du territoire ivoirien, en créant donc des postes de distribution plus proches du patient. Donc, tout ceci sont des expériences assez intéressantes. Nous n'avons pas l'intention ou la prétention de vouloir proposer un modèle qui sied plus qu'un autre. Il s'agit pour nous de partager les expériences, d'engager les partenaires. Et je voudrais saluer la présence de plusieurs partenaires qui sont avec nous, qui suivent ce webinaire. Je voudrais saluer les collègues du Fonds mondial, Marazi, Samira, Camilia et les autres, nos amis de Kemonis que je vois connectés également. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour nous excuser auprès de tous ceux qui ont eu du mal à se connecter. Il y a eu visiblement un problème avec le lien Teams, mais soyez rassurés que nous allons remettre en ligne ce webinaire pour permettre à tous ceux qui n'ont pas pu le suivre en direct de pouvoir bénéficier donc de ce partage d'expérience. Pour dire à notre ami du Fonds mondial que, au contraire, nous, en Tunisie, on est à 100% d'internalisation. C'est ce que j'ai présenté. Et aujourd'hui, et grâce à ce webinaire, ça nous a donné l'idée de réfléchir à une éventuelle externalisation. Tous les moyens logistiques, tous les chauffeurs, tout est distribué strictement par les moyens propres de la pharmacie centrale de Tunisie. Et on va étudier, c'est le rationnel par la suite qui va donner le coût actuel, le coût potentiel de l'externalisation. Et pourquoi pas avoir recours à ces approches si c'est bien pour le malade et bien pour l'établissement aussi. Parfait. Je vous remercie, professeur Dripi, président directeur général de la pharmacie centrale de Tunis, et donc qui une fois de plus, appuie notre quête de vouloir avoir la documentation de l'expérience réussie du Mozambique et très certainement celui du Libéria. Nous allons demander à M. Michael Nguessan du Programme alimentaire mondial, qui est aussi connecté, qui est aussi en ligne avec nous, de pouvoir nous partager très succinctement l'expérience du Programme alimentaire mondial, qui a une très grande expérience en matière de gestion de la flotte, en matière de distribution des produits alimentaires, mais qui est aussi un acteur important sur la chaîne d'approvisionnement des produits de santé. Comme on l'a souligné, M. Michael a appuyé la République centrafricaine sur les questions pharmaceutiques, d'approvisionnement pharmaceutique, bien sûr. Aujourd'hui, sous mandat du ministère de la Santé, il dirige la centrale d'achat des médicaments du Libéria. Et nous voulons voir quelle est l'approche
qui est utilisé par le Programme alimentaire mondial dans sa mission, dans ses attributions, en soutenant la chaîne d'approvisionnement, mais également dans la distribution des produits alimentaires et voir quelles sont les passerelles, quelles sont les expériences que nous pouvons tirer de cette approche promue par le Programme alimentaire mondial. Je vais demander à M. Michael Nguessan, si il est connecté avec nous, de pouvoir faire sa présentation. D'accord, ok. Donc, je vais présenter un cas d'externalisation de la chaîne d'approvisionnement de manière contextuelle avec l'exemple du Libéria. Donc, 4 points. Déjà, une vue générale sur la chaîne d'approvisionnement au Libéria. Ensuite, parler un peu d'un dashboard qui nous permet d'avoir une visibilité sur cette chaîne d'approvisionnement et poursuivre avec les indicateurs de performance et enfin terminer par certains challenges, certains défis. Donc, nous avons 4 partenaires qui sont partie prenante pour notre activité au Libéria. Il s'agit notamment du Fonds mondial, de USAID, bien sûr le PAM qui est un partenaire d'implémentation, et tout ceci est fait pour le bénéfice du ministère de la Santé. Il y a 2 volets par rapport à notre projet de soutien au gouvernement libérien. Donc, l'un des volets consiste en la gestion de l'entrepôt central et le second volet consiste en la distribution des articles de santé jusqu'au dernier kilomètre. Concernant la gestion de l'entrepôt central, c'est soutenu par un accord avec USAID, alors que pour la gestion ou du moins la distribution des articles de santé, c'est plutôt sous un contrat avec le Fonds mondial. Comme je le disais tantôt, tout ceci pour le bénéfice de l'État libérien, donc du ministère de la Santé qui est le principal bénéficiaire. Nous organisons donc la distribution en 4 cycles. Ce sont des cycles trimestriels. Il faut dire que notre activité couvre l'ensemble des programmes de santé. On parle ici de 10 à 12 programmes de santé. Donc, en termes de distribution, nous avons 2 segments. Nous avons ce que nous appelons le long haul et enfin le last mile. Pour ce qui est du long haul, il s'agit donc d'acheminer les produits en partant de l'entrepôt central jusqu'aux entrepôts en région ou alors à des principaux hôpitaux. Donc, ce long haul, il couvre, on va dire, 13 régions sur l'ensemble des 15 régions que compte le pays. Le last mile, dans ce cas, on part donc de l'entrepôt central jusqu'au centre de santé. Donc là, dans ce cas, on va jusqu'au dernier kilomètre. Et ici, nous avons affaire, on va dire en général, en gros, à 136 centres de santé qui sont couverts. Donc, la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble, donc on a notre approvisionnement en amont, à l'extérieur du pays. On reçoit les produits donc au niveau de la centrale, de l'entrepôt central. On organise notre distribution, comme je disais tantôt, en long haul et en last mile pour arriver donc aux dépôts régionaux, aux principaux hôpitaux, puis au centre de santé sur l'autre segment où nous allons au dernier kilomètre. Donc, le graphe ici montre aussi le flux d'informations en disant il faut insister ou du moins souligner qu'il y a 2 systèmes qui cohabitent pour l'heure. On a donc M-Supply, entre guillemets, qui est utilisé pour la gestion des articles au niveau de l'entrepôt central. Et puis, on a ILMAS qui est utilisé au niveau des centres de santé. On peut déjà voir qu'il va peut-être se poser des problèmes d'interopérabilité entre les 2 systèmes. Ce sont des challenges qui sont adressés. Comme je disais tantôt, on organise la distribution pour arriver à un objectif de 4 cycles de distribution pour couvrir l'année.
donc de manière trimestrielle. Le PAM, en passant un contrat avec le Fonds mondial en 2021, jusque-là, nous n'étions pas parvenus, on va dire, avec l'ensemble des partenaires, à réaliser ces 4 distributions pour différents challenges. Et je pense que c'est fort de cette situation que l'ensemble des partenaires a décidé de finalement confier la gestion de l'entrepôt central au PAM en plus de la distribution, dans un souci d'intégration de la chaîne d'approvisionnement pour un meilleur résultat. Donc, le contrat avec USAID pour la gestion de l'entrepôt central, il a été signé en juillet 2023. Il est tout récent. Nous sommes donc en phase d'implémentation. Ça va faire bientôt 1 année. Et là, pour l'heure, nous sommes en passe d'entamer le 2e cycle de distribution pour l'année 2024. Avant chaque cycle de distribution, nous avons donc un plan de distribution qui est partagé avec les différents partenaires, qui est validé en commun accord avec le ministère de la Santé. Et c'est sur ce plan de distribution que nous allons calquer nos actions pour pouvoir respecter les délais impartis. Bien sûr, le PAM ne peut commencer ses activités que sur base des commandes qui sont émises par le ministère de la Santé. Donc, nous avons aussi un tracker qui nous permet de suivre l'ensemble de ces commandes-là en fonction des régions. Donc, le graphe ici vous montre un peu ce tracker avec les pourcentages par région en fonction du plan de distribution. Donc, comme je disais, nous avons mis en place une cellule de coordination. Cette cellule de coordination se réunit de manière mensuelle et l'objectif est en fait de coordonner l'ensemble des opérations qui visent tant la gestion de l'entrepôt central que la distribution des articles de santé. Donc, pour en fait être efficace au niveau de des réunions de cette cellule de coordination, des discussions, le PAM a développé un dashboard et ce dashboard-là, ce tableau de bord, il est partagé avec les différents partenaires avant la réunion afin qu'on ait une meilleure visibilité et qu'on soit tous au même niveau d'information. Donc, les grandes lignes, c'est déjà de revoir les points d'action par rapport aux réunions précédentes, de voir l'état d'avancement des solutions qui ont été proposées. En deuxième point, on a une visibilité par rapport à l'approvisionnement en amont. Cela nous permet de voir avec les différents partenaires où est-ce que nous en sommes en termes de pipeline d'approvisionnement. Ensuite, nous avons une visibilité sur le stock. Bien sûr, qu'est-ce que nous avons de disponible au niveau de l'entrepôt central, mais nous allons aussi un peu plus en détail avec les produits, par exemple, à date d'expiration proche, les produits qui sont en overstock, les produits qui sont en risque de rupture, ainsi de suite. Le dernier point que nous présentons au niveau du dashboard, c'est sur la visibilité au niveau de la distribution. Donc, si je vais un peu dans le détail, comme vous voyez ici, donc le but du dashboard en termes d'alignement opérationnel, prise de décision, discuter des défis et informer toutes les parties prenantes. Les points d'action, donc, nous permettre de faire un suivi des mesures de mitigation qui sont mises en place et nous assurer que les points discutés ne passent pas à la trappe.
Donc, en termes de visibilité sur le pipeline en amont, on va passer donc en revue en fonction des différents programmes et les partenaires qui sont responsables de ces différents programmes-là pour capter ici les informations et les partager pour que tous nous soyons au même niveau d'information. Vous voyez ici un exemple par rapport aux produits à date d'expiration proche. On va faire une catégorisation en fonction des programmes. On va faire aussi une catégorisation en fonction de la durée de vie des articles. Donc, on va les mettre en critique, en moins critique et ainsi de suite. Par exemple, les produits qui vont arriver à péremption dans les 3 mois à venir, ceux qui vont arriver à péremption entre 3 et 6 mois, et puis ceux qui ont une durée de vie de 12 mois et plus. Ça permet ainsi aux différents partenaires de savoir que pour les produits qui arrivent à péremption dans les 3 mois, il faut une action immédiate pour voir les possibilités de distribution et éviter éventuellement des pertes potentielles au niveau de l'entrepôt. En termes de visibilité sur le stock, là, par exemple, si je prends une visibilité en début de mois de juin, alors qu'on a une moyenne qui tourne autour de 20 millions de dollars de stock au niveau de l'entrepôt, en début juin, on était à 8 millions. Ça, déjà, ça montre que on a pas mal de ruptures en stock. On va faire donc une catégorisation en fonction des différents programmes et ça va permettre aussi aux différents partenaires de voir ce qui se passe en termes d'approvisionnement et d'essayer de mettre un peu plus de pression autant que faire se peut pour que nous puissions être approvisionnés et éviter que les bénéficiaires en pâtissent. On voit également le volume, le nombre d'unités. Et on flag ici les produits à date de péremption très proche, donc les plus critiques. En termes maintenant de visibilité sur les distributions, donc comme je disais, le point de départ pour nous, c'est de recevoir les commandes. Donc on fait un suivi de très près avec le ministère de la Santé sur ce point-là pour s'assurer qu'on reçoit donc les commandes à temps pour nous permettre donc de respecter notre calendrier qui est partagé avant qu'on ne commence un cycle de distribution. C'est un point important, les commandes d'urgence. Je pense que tous les collègues qui sont intervenus sont plus ou moins confrontés à ces commandes. Ces commandes, quand elles ne sont pas bien cadrées, entraînent un surcoût. Et donc, dans notre dashboard, on essaie aussi de montrer ces commandes d'urgence et faire une petite analyse pour que les partenaires voient, si possible, comment affiner le tir. Ce graphe donne une visibilité sur les distributions. Donc là, nous avons les différentes régions, par exemple. Donc, on va voir sur le nombre de commandes attendues, quelles sont celles qui ont été actées. S'il y a des commandes qui n'ont pas été reçues, elles vont apparaître ici aussi. Ça permettra au ministère de la Santé de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas, ou d'investiguer pour voir pourquoi est-ce qu'on n'a pas reçu de commandes pour telle ou telle autre région. À côté, on va aussi montrer l'avancée des livraisons. C'est une livraison à 100% ou si ça n'a pas été le cas. Donc, comme le disaient les précédents intervenants, il est important que nous ayons des indicateurs de performance. Et donc, ces indicateurs-là aussi, nous les présentons à nos différents partenaires. Nous avons deux principales classes d'indicateurs ici. On a des indicateurs donc pour soutenir notre activité de l'entrepôt et d'autres indicateurs pour soutenir la distribution. On est même allé plus loin avec certains de nos partenaires tels que USAID où il y a même des indicateurs sur les ressources humaines. Mais ce ne sera pas l'objet de ce propos ici.
Donc ici, on voit un peu, nous avons 11 indicateurs de performance. Si je vais un peu plus dans le détail, par exemple, le nombre de commandes d'urgence qui ont été traitées, le taux de produits endommagés, des produits périmés sur les pertes, pour quelques indicateurs sur l'entreposage. On voit ici des indicateurs sur la réception, des indicateurs sur le stockage et, comme je disais tantôt, aussi certains sur les ressources humaines. Les indicateurs de distribution. Donc, pour les indicateurs de distribution, nous allons voir par exemple le volume distribué, le volume dispatché, donc qui est parti des entrepôts, le nombre de cargos et le nombre de centres de santé qui ont été touchés. Donc, quel est le temps que nous mettons pour distribuer, pour faire un cycle de distribution, en rappelant que nos cycles sont des cycles trimestriels? Qu'est-ce qui se passe en termes de, comment je vais dire ça, d'incidents? Quelle est notre capacité à réagir quand nous avons un incident? Combien de temps ça nous prend? Donc, le lead time, bien sûr, qui apparaît ici. Et comme je disais tantôt, les produits endommagés et puis les écarts entre les commandes et les livraisons effectives. Il est important de noter ici qu'il y a des alignements qui sont faits en partenariat avec les différentes parties prenantes, notamment sur les indicateurs, pour que ceux-ci cadre avec les réalités sur le terrain. Donc, ça fait l'objet de discussion, ce qu'on présente un peu sur ce tableau. Là, juste vite fait, par rapport aux contraintes temps, quelques challenges. On va noter, par exemple, les délais dans la transmission des documents, sachant que nous attendons les commandes du ministère de la Santé pour pouvoir réagir et lancer la machine en termes de préparation de commandes et distribution au centre de santé. Donc, tout retard au niveau de la préparation des commandes ou de la collecte des données au niveau du ministère de la Santé va avoir un impact sur les distributions. Et c'est d'ailleurs l'un des principaux challenges qui a fait que sur les dernières années, le ministère de la Santé n'arrivait pas à effectuer ces 4 distributions par an. Bien sûr, ça met en exergue ici le problème de coordination, de communication avec les différents partenaires. Comme je le disais tantôt, c'est quelque chose que nous avons essayé ou nous essayons de corriger avec le support de tous, avec la mise en place, par exemple, de la cellule de coordination qui se réunit tous les mois. Mais bien sûr, on ne va pas attendre une fois par mois pour pouvoir rectifier le tir ou prendre des actions correctrices. Donc, on a des outils ou du moins des données qui sont partagées sur une base hebdomadaire, en weekly update, donc qui est partagée aux principaux partenaires. Et ce rapport donc va donner une visibilité sur le stock, va donner une visibilité sur les distributions, et nous allons profiter aussi de ce rapport-là pour souligner les challenges et autres. Bien sûr, comme pas mal de mes collègues, l'un des principaux défis dans les pays où nous intervenons, surtout dans les contextes de pays en voie de développement, sérieux problème avec les infrastructures routières, et je peux dire entre guillemets que c'est catastrophique pendant la saison des pluies. Il faut mettre en place des moyens de mitigation. On essaie d'anticiper un peu avec les livraisons pour pouvoir pallier à cela. Ce n'est pas forcément suffisant.
surtout quand on prend en compte que cette mesure de mitigation va demander une capacité de stockage adéquate au niveau de ces centres de santé, ce qui n'est pas toujours le cas. Sur la table, il y a l'étude des projets de décentralisation des entrepôts avec la possibilité d'avoir des hubs régionaux, au moins 1 ou 2, surtout dans les régions qui sont les plus concernées. Dans le cas du Libéria, on parle du sud-est, mais je pense que ça, c'est des choses qui vont être progressivement mises en place dans des étapes à venir. Notre principal souci actuellement étant de sécuriser les mouvements au niveau de l'entrepôt central et d'assurer déjà les 4 distributions par an. Et enfin, on fait toujours une amélioration progressive avec les différents inputs des autres partenaires. Un point ici non négligeable, c'est la gestion des produits périmés. Ici, dans le cas du Libéria, par exemple, nous rendons compte que je peux m'avancer en disant les 3 ou 4 dernières années, il n'y a pas eu de destruction des produits périmés au niveau central. Donc, il y a un lot de produits périmés qui est là avec un risque pour la santé publique, mais des discussions ont été faites avec les différents partenaires, des actions ont été prises avec le ministère de la Santé. Je pense que c'est un problème qui va connaître une solution probablement dans ce mois de juin, début de solution en tout cas, et mois de juillet. L'objectif étant de s'assurer que tous ces produits-là soient détruits avant la fin de l'année et qu'il y ait en place des moyens pour éviter que cette situation ne se répète sur le moyen et le long terme. Mais plus important pour nous ici, c'est de suivre avec beaucoup plus d'acuité les produits à date de péremption proche, justement pour éviter que ces produits-là ne périment au niveau du stock et qu'on se retrouve avec des pertes dans un contexte où les ressources sont quand même un souci. Sont des ressources limitées. Voilà, je vais terminer mon propos ici et vous redonner la parole pour éventuellement les commentaires et des questions. Merci. Merci encore, Monsieur Nguessan, Michael du Programme alimentaire mondial, de nous avoir partagé cette expérience au Libéria avec la centrale d'achat de médicaments. Comme je le disais, de plus en plus, on a le soutien du Programme alimentaire mondial sur la chaîne d'approvisionnement au niveau donc de l'accès aux produits de santé, et nous tirons beaucoup d'enseignements à partir de vos expériences et souligner que le Programme alimentaire mondial, comme vous le dites tout le temps, le Programme alimentaire mondial est quand même récipiendaire du prix Nobel de la paix, ce qui n'est pas négligeable. Je voudrais aussi saluer la participation à notre webinaire parmi les personnes connectées, de nos collègues de ARC, de l'OMS, mais également les autres partenaires qui sont connectés et qui sont avec nous. Nous nous excusons du temps que nous avons pris, mais l'objet et l'intérêt de la réunion en valaient la peine. Je ne voudrais pas terminer cette session sans résumer 2 points assez essentiels. Les indicateurs de performance qui sont importants pour nous, pour améliorer la chaîne d'approvisionnement, mais il est aussi important de disposer des ressources humaines qualifiées. Les ressources humaines qualifiées pour pouvoir gérer, déjà avoir les indicateurs, les évaluer, les calculer, mais aussi des ressources humaines qualifiées pour pouvoir gérer la flotte, gérer la distribution des produits de santé. Quand je prends l'exemple de la Tunisie où tout est internalisé, il faut recruter, cela demande des mises à niveau, cela demande de la formation du personnel, et cela est assez important pour que la chaîne d'approvisionnement soit toujours optimisée. Il en est de même pour la Salama de Madagascar et toutes les centrales d'achat, que ce soit celle du Burkina, de la Côte d'Ivoire ou du Libéria. Les ressources humaines doivent être qualifiées, disponibles et qualifiées, pour pouvoir donc nous permettre d'améliorer la chaîne d'approvisionnement. Et la CAM, dans cet objectif, vraiment de renforcer les ressources humaines, a mis en place son centre de formation et d'expertise.
le CFEA. Et nous sommes heureux de collaborer avec le Programme alimentaire mondial, avec le centre du Programme alimentaire mondial qui est basé à Accra, de dispenser des modules de formation sur l'optimisation de la chaîne de distribution, sur l'optimisation de la gestion de la flotte. Et nous organisons au mois d'août une prochaine session de formation sur la distribution des produits de la chaîne du foie, qui est assez particulière. Mais je voudrais aussi lancer un appel aux centrales d'achat et aux partenaires sur la nécessité de pouvoir envisager la mutualisation des moyens de transport. Vous avez des camions frigorifiques, peut-être qu'il faudrait qu'on essaie d'envisager les possibilités avec le programme élargi des vaccinations. Comment est-ce qu'on pourrait mutualiser le transport des produits de santé pour pouvoir faire des économies? Je m'appuie sur l'expérience du PAM qui gère des produits alimentaires et de plus en plus sur la thématique du médicament. Donc, c'est peut-être un appel que je lance aux partenaires de soutenir aussi les centrales d'achat parce qu'elles ont beaucoup de besoins en termes de renforcement des capacités, en termes de formation. Il faut faire en sorte qu'il y ait des bourses d'études, qu'il y ait des allocations qui permettent de renforcer les capacités. Mais il faut faire aussi en sorte que le moyen logistique dont nous disposons soit à même de pouvoir réaliser nos missions. Quand on voit le cas du Libéria, c'est la même problématique que nos pays. Nos voiries ne sont pas toujours les meilleures. Donc, cela a un coût sur la gestion de la flotte. Quand on opte pour l'externalisation, cela a une incidence sur la trésorerie de la centrale d'achat. Et tous ces aspects appellent à plus d'action, à plus de solidarité et à plus d'engagement de la part des partenaires que vous êtes, auprès des centrales d'achat que nous sommes, auprès de nos ministères de la Santé, pour lesquels nous travaillons tous pour le patient, pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Je voudrais m'excuser de ne pas pouvoir reprendre toutes les questions qui ont été formulées à la CAM pour ce webinaire, parce que le temps qui nous est imparti est assez épuisé. Alors, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que nous devions arrêter à 12 heures. Nous avons débordé de 26 minutes, ce qui n'est pas du tout négligeable. Nous avons certains de nos panélistes qui doivent se rendre à l'aéroport parce qu'ils ont des vols cet après-midi. Donc, nous allons nous excuser de ne pas pouvoir répondre aux différentes questions qui ont été formulées. Mais soyez-en sûrs, le débat, il est lancé. Nous devons continuer et poursuivre les discussions et les échanges et nous ferons en sorte que l'ensemble des présentations qui ont été faites soient partagées pour que nous puissions encore nous retrouver, je l'espère, très bientôt, peut-être au Forum pharmaceutique international à Lomé, ou avant, nous organiserons un second webinaire pour davantage aborder les problématiques de la chaîne de distribution, les problématiques de l'achat, du stockage des médicaments, mais également des indicateurs de performance dont nous avons besoin et pour lesquels je suis conscient que nos partenaires, que sont le Fonds mondial et l'OMS, sont engagés auprès de la CAM. Et bien sûr, nous tirerons beaucoup d'enseignements de l'expérience du Programme alimentaire mondial, que ce soit en Centrafrique, au Libéria ou dans d'autres pays. Voilà, je voudrais vous remercier d'avoir patienté au-delà du temps imparti. Merci d'être venu à Ouaga pour ce webinaire. Merci à nos participants qui ont pu nous se connecter à distance depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Libéria, depuis Genève, depuis Paris, depuis les États-Unis, depuis le Sénégal. Je salue tous nos participants et je voudrais vous remercier pour votre engagement auprès de la CAM. Ce n'est que partie remise et nous nous retrouvons très bientôt. Je vous remercie. Merci. Merci.